Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. En édition spéciale COVID-19, j'ai un expert dans son domaine. On est en live, on est en Zoom. J'ai un top qui se spécialise uniquement dans une catégorie, pas uniquement. Comment je pourrais dire, il maîtrise avec de manière prolifique un domaine dans l'immobilier et je vais le laisser s'introduire. C'est Monsieur Olivier Lepage. Comment ça va, Oli? Salut tout le monde et bienvenue. Merci d'écouter cette vidéo. Salut Chris. Alors, Yes, c'est ça, comme Chris le disait, l'immobilier, c'est large. Fait qu'il y a plusieurs exact. petites choses là-dedans. Moi, je me spécialise dans le flip immobilier. Donc, tout ce qui est flip tel quel, flip d'offre d'achat, flip rénovation, appelez-le comme vous voulez. Ça, c'est ma spécialité. Yes! Nice. Puis brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, oui, tu te concentres dans le flip, mais c'est qui Olivier Lepage? Excellente question. On va creuser un peu là-dedans. En fait, qui suis-je? Ça fait maintenant, 12-13 ans. J'ai arrêté de compter un peu parce que sinon, ça me vieillit. Ça fait 12-13 ans que je fais ça. Presque 200 transactions à date aujourd'hui. Donc, Nice. j'ai vu beaucoup de scénarios, j'ai vu beaucoup de choses qui se sont passées à travers le temps. J'ai développé une expertise, puis quand j'ai commencé, il n'y avait absolument rien qui se passait. C'est-à-dire, il n'y avait pas de club immobilier, il n'y avait pas d'immo facile, il n'y avait pas de Facebook. Ben, guys, j'avais même pas un téléphone intelligent. Fait qu'imaginez. Fait que quand je cherchais de l'aide, je pitonnais des numéros de téléphone de gens que je connaissais, puis la majorité connaissait absolument rien. Fait que j'ai fait mes essais-erreurs à travers tout ça, à travers les années. Maintenant, dans les dernières années, je maîtrise beaucoup plus, donc je fais une plus grande quantité de transactions. Puis je me suis démarqué un petit peu de ce côté-là. Maintenant, je me spécialise de plus en plus à ce qui est prospection, trouver des aubaines, l'évaluation, dénicher des belles opportunités. Nice. C'est vraiment intéressant. Puis, très rapidement, j'avais une autre question pour toi, mais juste pour savoir, Oui. parce que j'aime ce que tu viens de dire. Il y a quelques petites nuances que j'aimerais ça que les gens prêtent attention, mais Yes. tu l'as dit tantôt au début, l'immobilier, c'est large. Quand tu t'es lancé, tu étais courtier comme moi. Oui. Est-ce que tu dirais que tu es tombé de fil en aiguille dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier? Non, pas nécessairement. Pas de fil en Non? aiguille. J'avais ça derrière la tête depuis longtemps. OK, Puis OK. ça a été, devenir courtier, ça a été comme un pas d'entrée vers l'immobilier. J'ai aussi Hmm, travaillé dans la rénovation pendant un petit peu plus qu'un an. Puis c'est là que j'ai appris un petit peu tous les rouages de la rénovation et la construction, ce qui m'aide encore aujourd'hui beaucoup. Euh, Fait que c'était pas tout à fait de fil en aiguille. Ça a été un petit peu aléatoire comment mais, j'ai décidé d'aller ouais. là-dedans parce que c'est comme un petit peu, on va se le dire, regarde, j'avais de la pression au niveau de niveau féminin à l'époque. Ma blonde, Hmm. elle disait fais quelque chose de ta vie. Alors, j'ai décidé d'aller dans l'immobilier parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Puis parce que tard le soir, je voyais des commerciales qui parlait d'acheter sans mise de fonds, puis tous ces trucs-là américains qu'on voyait. Il y avait toujours ça qui popait, puis j'avais toujours un intérêt d'aller là-dedans. Puis parce que je suis parti en voyage quand j'avais 24-25 ans, je suis parti un an vivre en Australie, puis j'ai acheté un livre là-bas qui s'appelle De 0 à 130 propriétés en 2 ans, quelque chose comme ça. Arrête, Assez OK. intense, là. Et puis je l'ai Hmm. encore, ce livre-là. Brian McKnight. Je me souviens, un gars de l'Australie qui a acheté un paquet de maisons à l'époque là-bas. Puis ça m'a vraiment allumé. Quand je suis revenu ici, je fais comme ah, let's go. On saute là-dedans. Puis là, la rénovation, courtier, l'investissement. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que Oui, justement, comme par hasard, pas par hasard, aléatoirement, comme tu dis, mais tu as fini par trouver ta vocation. Mais au tout oui, j'ai début, fini tu ne par trouver savais ma pas. vocation. Oui, c'était l'immobilier, tu avais une petite idée, bon, OK, voici, je sais que je peux faire ça, mais c'est comme, bon, tu t'es pitché, puis dans l'action, tu as fini par trouver, OK. Absolument, absolument. Oui, tu as raison 100% là-dessus parce que en fait, j'aurais pu juste devenir courtier puis rester dans le courtage. En plus, J'aurais pu jamais ça juste fait rester dans la rénovation, en fait. Mais il y avait toujours des choses qui m'attiraient un peu vers là, ou il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup de. moins dans l'autre. Il a fait en sorte qu'à un moment donné, fil en aiguille, avec l'expérience, dans l'action, comme tu disais, j'ai trouvé mon chemin et j'ai trouvé ma place. Qui est maintenant Nice. spécifiquement dans les flips. Mais oui, en effet, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de savoir vraiment où est-ce qu'on veut être
qu'en essayant ou qu'en étant dans l'action. Merci, parce que c'est la même chose pour moi. Moi, je suis courtier Oui. immobilier, mais pour vrai, même moi, je suis tombé vraiment comme ça, là, comme Obélix est tombé dans la potion magique. Je suis vraiment Ouais. tombé comme par hasard dans l'immobilier. Mais c'est puis dans l'action, première transaction, deuxième transaction, pour représenter les clients, puis tout ça, pour que après ça, c'est comme, oh my God, c'est développé, puis c'est venu une passion. Mais je ne savais pas au début que je voulais faire ça nécessairement, là, tu sais. Puis Mais honnêtement, je pense que n'importe quoi, c'est un peu dur à savoir quand tu baignes exact. juste dans la théorie. C'est un peu Merci. ce que j'aime moins, je te dirais, de toutes les formations. Puis c'est pas qu'elles sont mauvaises ou qu'elles sont bonnes ou peu importe. Il y en a des très bonnes puis ils ont des points très pertinents. Et je ne veux pas dénigrer absolument aucune formation parce qu'on a besoin de la théorie. Seulement, la théorie, ça reste la théorie. Ce qui fait en sorte que quand on tombe dans l'action, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte qui sont très difficiles à mettre sur papier. Quand tu es dans l'action, puis que tu le vis, puis que tu as des feelings, puis que Merci. c'est ton cash qui est dedans, ça te rentre dedans, puis tu sens, puis tu vois, puis tu le vis, c'est autre chose. Puis des fois, ça peut avoir l'air extrêmement attirant de faire comme « Oh my God! Faites 20 000 $ en 24 heures! » Wow! Ça a l'air vraiment extraordinaire et facile, mais il y a énormément de préparation derrière ça parce que c'est pas impossible à faire. Mais il y a Exact. énormément de préparation derrière ça et il y a beaucoup d'heures qui ne sont pas payées derrière ça. Donc, Effectivement. il faut tenir en ligne de compte tout ça. Fait que, Ouais. il n'y a rien de mieux que dans l'action. Absolument rien de mieux. Puis c'est pour ça que chaque personne qui vient de me voir et qui me pose des questions ou qui veulent de l'aide, mentorat, formation, whatever, je leur dis tout le temps, va dans l'action. Direct Je dedans. Tu vas le savoir saute. si tu aimes ça ou pas. Effectivement, parce que c'est ça que dans ton histoire, c'est que j'ai réalisé, puis que, parce que, et où est-ce que je vois que beaucoup de monde se bloque, c'est que justement, ils veulent la théorie, c'est flou, ils ont pas fait aucune transaction, zéro, nada. Ils pensent que c'est ça qu'ils veulent, mais dans le fond, passe à l'action, fais une transaction, fais quelque chose pour vraiment savoir est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est ça que tu veux, puis vraiment Oui. pour finalement devenir bon, tu sais, mais il y en a beaucoup qui vont rester dans la théorie, ils veulent que ça soit parfait, ils veulent être sûrs de leur shot. Mais non, pour être sûr de ta shot, lance-toi, passe à l'action. Puis je pense qu'il n'y aura jamais assez de préparation de toute façon pour que quelqu'un fasse comme ah, ça y est, je suis prêt, je m'en vais dans l'immobilier. Il y a un minimum, il y a une base à apprendre, c'est sûr et certain, on ne se le cachera pas. Il y a des éléments importants. À mon avis, la meilleure façon d'apprendre, c'est vraiment de se lancer et d'avoir quelqu'un qui va répondre à toutes tes questions. Donc, avoir quelqu'un qui a déjà fait qu'est-ce que tu veux faire, avoir quelqu'un qui sait qu'est-ce qui s'en vient et qui va être capable de répondre à tes questions, tes interrogations, mais il faut que tu fonces. Il n'y a Numéro rien de un. mieux que ça. Yes. Parfait. Puis, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo avec Oli Lepage. Vous allez pouvoir Yes. cliquer sur le lien à quelque part ici. Donc, aujourd'hui, on va aller dans des sujets un petit peu plus spécifiques. Oui, Premièrement, c'est sûr qu'on est dans période de confinement oui. avec le COVID-19. Ça nous affecte tous, toutes les business, toutes les entreprises, le monde entier sur pause. Donc, c'est pour ça que je voulais Mhm. avoir ton expertise dans ton champ d'expertise, justement. Donc, mais juste avant de rentrer, pour ceux qui ne le savent pas, combien de flips as-tu fait jusqu'à ce jour? Euh, Plus ou moins, plus ou moins. flip large, là, je te parle de autant revendre de Ben, tout... PA que Ouais, exact, large, exact. proche de Large. 200 transactions. Je n'ai pas le chiffre exact, là, parce que je n'ai pas compilé depuis quelques mois, mais un peu moins que 200. Parfait. Puis, ta perception de l'immobilier après le COVID-19, ça va être, selon toi, comment que ça va nous affecter? C'est une excellente question. Puis on va la diviser en catégories parce que, comme on disait tantôt, l'immobilier, ça peut être large. Puis il y a plusieurs départements qu'on pourrait dire dans l'immobilier. Tu peux avoir maison unifamiliale, OK? À mon avis, absolument rien qui va changer là-dedans. Une maison Je te jure. unifamiliale, tout le monde a besoin d'acheter, vendre, habiter quelque part. Ça ne changera absolument rien. C'est mon avis personnel. Mm. Il y a probablement des aubaines qui vont découler de tout ça, évidemment, parce qu'il y a des personnes en difficulté, mais c'est soutenu temporairement par le gouvernement, c'est soutenu temporairement par les banques, donc il n'y aura pas d'impact dans l'immédiat. N'importe qui est en difficulté et qui est un petit peu allumé, qui est un petit peu au courant, va appeler sa banque, puis les banques, de toute façon, le promouvoient. Prenez des congés 6 mois, puis la plupart du monde vont faire ça. Donc, il y a peut-être OK. même une baisse, en fait, d'avis de 60 jours qui va se passer. Je ne l'ai pas ressenti encore, mais il y a possiblement une baisse d'avis de 60 jours qui va avoir lieu. Mais par contre, comme n'importe quoi, si on la retient là, ça va finir par éclater plus tard. Fait que 6 mois à 1 an, je pense qu'il n'y aura aucun impact sur l'unifamilial.
puis probablement que tous les gens, parce qu'on sait, le mois d'avril, le printemps, c'est toujours une Au période Québec. très, très forte dans Ouais. l'immobilier au Québec. Puis là, il y a tellement de gens qui sont retenus chez eux, qui ne veulent pas aller visiter, qui ont peur, puis par raison, puis c'est correct. Tous ces gens-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils achètent. Des gens qui sont transférés, qu'il faut qu'ils déménagent, qui ont vendu, puis qui font juste temporairement repousser leur déménagement. Il va falloir qu'ils déménagent à un moment donné, ces gens-là. Fait que quand on va avoir fini le confinement, oh my God, on peut-tu finir? Quand on va finir ça, bref, mois de mai, OK, les gens vont se garrocher, c'est mon avis personnel, pour acheter des maisons. Ils vont se Tout à lancer fait. parce qu'ils n'auront pas le choix. Il y a tous ces gens-là qui se retiennent, qui n'auront pas le choix d'acheter, qui vont vouloir acheter là. Donc, les maisons vacantes, ça va être les maisons qui vont se vendre en premier. Donc, pour moi, flipper des maisons unifamiliales, c'est un no-brainer parce que ça va tout se vendre, puis il n'y aura pas d'impact dans le court terme. Mais il y a d'autres choses qui vont se passer, par exemple. Il y a le commercial, il y a l'industriel, il y a le multifamilial, il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les maisons de vacances, les Airbnb. Ça, c'est un secteur qui risque d'être touché beaucoup plus. Reculons dans le temps. Ici, OK, il y a eu la crise 2008-2009 aux États-Unis. Après ça, nous autres, on a vogué un petit peu jusqu'en 2012 à peu près, où ce qui était le sommet de l'immobilier, ça a été la tournure vers l'expansion jusqu'à une stabilisation. Là. On n'a pas eu de correction, mais ça a stabilisé pendant plusieurs années. Les prix ne montaient pas plus que 1 ou 2 par année. Et il y a plusieurs endroits même que ça a baissé. Ce qui fait en sorte que c'est peut-être la même chose qui va arriver en ce moment. Puis c'est qui baisse en premier? Les plus affectés, là, en ce moment, c'est vraiment ceux qui ont du revenu court terme. Les revenus court terme, c'est du Airbnb, les chalets. Avec les gens qui ont des chalets et qui n'ont pas de cash flow et qui n'ont pas nécessairement les reins assez solides pour supporter ces propriétés-là, eux autres, ils vont avoir de la difficulté. À mon avis, c'est l'endroit numéro 1 où il va y avoir des opportunités, c'est les maisons de vacances, chalets, bord de l'eau, des choses comme ça. Les gens qui ne sont pas capables de supporter leur propre investissement. Mais encore là, comme je vous disais, temporairement, c'est soutenu par les banques et le gouvernement, fait que ça va venir plus tard, ça va débouler plus tard. Commercial aussi, à mon avis, tous les bureaux. Qui sont vides. J'en ai déjà parlé en plus, là, les bureaux, là, tous les gens là, qui sont renvoyés chez eux, les compagnies qui ont renvoyé tout le monde chez eux comme ça, tout d'un coup, c'est le temps de revenir. Il y a probablement des boss puis des dirigeants qui vont faire comme sais-tu quoi, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 pieds carrés avec tout le monde ici dans un bureau pour payer un loyer de fou. Fait que je vais renvoyer du monde chez eux, je vais louer un plus petit espace, diminuer les dépenses. Boum. Qui est affecté, c'est le propriétaire. Parce qu'il loue pas, il loue moins de pieds carrés. Donc, édifice à bureau, possiblement. Ma prédiction, c'est qu'il va probablement avoir un ajustement dans le commercial puis dans les maisons de vacances. Le reste, pas vraiment. Multifamilial, ça va encore bien. Le monde paye leur loyer. Tant aussi longtemps que le monde va payer leur loyer, ça va être correct. Ouais. Peut-être quelques opportunités dans le multi si les gens finissent par ne pas payer. Puis encore là, le propriétaire over-leverage, il y a des hypothèques très hautes, puis qui est serré, puis il ne fait pas beaucoup de cash flow. Il y a probablement des propriétaires qui vont être en difficulté et qui vont vouloir vendre. D'ailleurs, le nombre d'inscriptions de multifamiliales a monté. Peut-être un indicateur à voir, mais il faut qu'on baisse, par exemple, avec ça. Peut-être qu'à un moment donné, ça va finir par faire du sens d'acheter du multifamilial à Montréal. Mais c'est sûr que le commercial et les maisons de vacances, ça, c'est des places où il va y avoir des super opportunités à court terme. Effectivement, effectivement. Puis ta perception de l'immobilier avec le COVID d'ici 2030, pour les gens qui pensent acheter, là, pour les gens qui pensent que bon, le COVID-19 est arrivé, bon, il va y avoir des deals, il va y avoir des opportunités, il va y avoir justement des baisses de prix, whatever, mais sur le long terme, de tout et partout, d'ici 2030. Sur le long terme, ça va faire la même chose que ça a fait depuis n'importe quel cycle qu'il y a eu dans le passé. C'est-à-dire, il y a une correction qui va finir par retourner en expansion, puis les prix vont remonter, les loyers vont remonter, puis tout va remonter parce que c'est des cycles. Si vous êtes dans l'immobilier, c'est important d'apprendre et d'étudier sur les cycles. Okay? Il y a toujours un livre là, que je parle, là, que c'est Marc Provencher, si je ne me trompe pas. Oui, Martin Provencher? Martin, merci. Ouais. Martin Provencher, l'immobilier en 2025. On salue Martin si tu écoutes ça. Super bon livre québécois sur les cycles immobiliers. Il y en a un paquet d'autres aussi. C'est juste que j'en nomme un d'un auteur québécois qui est super pertinent, qui parle des cycles immobiliers. Puis, tu sais, ses prédictions ne sont pas ultra précises. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui, évidemment, ne sont pas exactement comme il décrit, mais en gros, ça ressemble vraiment à ce qu'il dit, puis j'adore ce genre d'affaires-là. Puis, n'oubliez pas que, OK, c'est des cycles.
Mais l'élément déclencheur du cycle, on ne sait jamais c'est quoi. Parce que si on recule dans le temps, encore une fois, puis qu'on regarde le passé, en 2001, il n'y a personne qui avait prédit qu'il y allait avoir des avions qui rentraient dans les tours, ça a crashé, puis ça a eu un gros impact sur le marché boursier, qui a eu un impact sur l'immobilier 4 ans après. Le marché boursier a planté. Où est-ce que les gens sont allés? Ils ont sorti l'argent du marché boursier, puis ils l'ont foutu dans l'immobilier 2003, 2004, 2005. Les prix ont monté de 20 % par année et plus. C'était la folie. Nous autres, on a surfé là-dessus jusqu'en 2012. Puis aux États-Unis, la bulle a monté jusqu'en 2008. Ça a pété au mois de novembre. Puis là, ça a fait dropper les prix. Fait que là, c'était une bulle immobilière qui a fait péter les prix parce que, bon, on s'épargne les détails de tout ça. Mais c'est toujours des cycles. 2001, il y a un cycle. Après ça, 2008, une correction après ça. Puis là, je parle du marché des États-Unis. Ici, c'était 2012 jusqu'à 2020. Fait que là, on a comme fait un cycle de 2012 jusqu'à 2021. On ne sait pas ce qui va arriver exactement. Mais tout ça, c'est un cycle qui a tourné. Effectivement. Fait que d'ici les 10 prochaines années. En fait, ce qui est intéressant, parce que là, tu parles dans le long terme, si on se projette 10 ans plus tard, la meilleure façon, c'est d'apprendre sur les cycles. Puis d'apprendre, OK, là, on est dans quel cycle, puis c'est quel cycle qui s'en vient après. Puis c'est pas grave si on n'est pas capable de prédire de façon exacte, on s'en fout. Ce qui est important, c'est juste de savoir c'est quoi le prochain cycle. Puis si tu sais c'est quoi le prochain cycle, comme là, on est en expansion, on va arriver au sommet, puis on va avoir une correction. Puis là, je pointe par en bas, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, ça n'a rien à voir. C'est juste une correction. Ça veut dire que possiblement que ça va croître moins longtemps. Ça se peut que ça continue à croître pendant 1 an encore. Et c'est dur à prédire. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, les prix vont stabiliser. Toute la construction neuve va commencer à baisser. Ça, c'est un très bon indicateur. J'en ai parlé d'ailleurs dans la formation des mordus. J'ai fait une belle présentation là-dessus, plein de points déclencheurs. Construction neuve, qui évidemment est beaucoup plus affectée. Eux autres, là, pendant des mois comme ça, là, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. C'est incroyable comment ils doivent perdre de l'argent. C'est hallucinant. C'est fou. Ceux-là sont hyper affectés. Fait que la construction neuve, puis que ça fait un effet domino aussi, là. Absolument, ben oui. Tu as tout à fait raison. Fait que ça, c'est important à regarder. Si la construction neuve, les nouveaux chantiers, tout ça ralentissent, ça, c'est un indicateur qui va peut-être avoir une correction. Là, en ce moment, comme dans le livre de Marc, il en parle, quand il y a une tournure, c'est-à-dire qu'il y a moins de condos qui se construisent aujourd'hui. Les nouveaux permis, je ne me souviens plus les statistiques exactes, là, mais il y a beaucoup plus de demandes de permis pour du locatif en ce moment qu'il y en a pour du condo ou de la maison unifamiliale qu'il y en avait avant. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Anyway, prenez pas ça littéral. Mais tout ça pour dire que finalement, il y a moins de construction neuve en condo et en maison unifamiliale et plus en locatif. Ouais. Ben, ça va dépendre des municipalités aussi. Ça dépend de la municipalité, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'il y en a qui vont vouloir des condos pour avoir plus de comptes de taxes, puis il y en a, comme tu dis, oui, vu qu'il y a une crise de logement, ils vont vouloir comme... Dans le fond aussi, c'est pour attirer du monde, pour que le monde vienne dans leur municipalité, pour qu'ils consomment dans la ça va être l'offre et la demande. Si à un moment donné, tu finis par convertir tous les logements, puis que le monde capote, puis qu'il y a une crise du logement, puis qu'on finit, comme on est là, à 1 % de taux de vacances, ben, qu'est-ce qui se construit? Parce que les loyers montent, puis il y a 1 % de vacances, les investisseurs ne sont pas ninos. Ils vont faire comme tabarnak, je vais aller construire un 16-plex, il va être full de même, puis il va se louer super cher. Fait que tous les nouveaux chantiers sont ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, la demande baisse parce qu'il y a beaucoup trop d'offres. Les gens ne sont plus capables d'avoir leur prix en locatif. Ils sont capables de refinancer au prix où ce qu'ils voulaient parce que la demande est moins forte en locatif. Ils vont aller chez partout. Ben là, ils vont faire, on va le convertir, mais on va le vendre en condo. Exact. Fait que là, ça va tourner. Effectivement. Fait que par rapport à des points... Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas
Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.